Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Backlash 2025 qui a eu lieu la nuit dernière. Alors, qu'en ai-je pensé? Est-ce que c'était un très grand pay-per-view? Bon, vu le visuel que j'ai mis, la vignette, Misery in Misery, bon, voilà, bon, ça vous donne déjà une petite idée de ce que j'ai pensé de ce pay-per-view. Bon, voilà. On va détailler tout ça, comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter le poster du show avec la note globale, et puis je vais faire déjà un premier bilan avant d'entrer dans le détail de chacun des matchs. Alors, je vais déjà vous présenter donc le poster avec donc la note globale. Le voici, donc 3 étoiles 25, c'est la note que j'ai donnée à ce pay-per-view, donc un show que je qualifierais de contrasté, tout d'abord un sentiment de perplexité quand même qui m'entourait avant le début du show, le report du Jey Uso Logan Paul à Saturday Night Main Event remplacé en quelque sorte par le match entre Dominic et Penta, m'interrogeait dans la mesure où nous avions alors 5 matchs avec 5 heels clairement établis comme favoris dès le départ, ce qui me laissait quand même penser qu'une ou deux surprises pouvaient finalement survenir afin de donner tout de même au public un minimum de bonheur. Au final, c'est arrivé avec cette victoire de Valkyria, je dirais pas nécessairement attendue, et qui aura au moins eu le mérite de rendre ce show secondaire bien moins prévisible finalement qu'il n'aurait pu l'être, et c'est un point positif que je ne pourrais enlever à ce show. Un show qui finalement avait une structure assez proche de celle de la nuit 2 de Mania, avec les meilleurs matchs placés dès le départ, et les moins bons à la fin. Les meilleurs étant évidemment les deux premiers, donc à savoir le Fatal 4-Way pour le titre US, match très enlevé et marqué par les débuts de Jeff Cobb, dont il va falloir du coup nous expliquer son rapport avec la Bloodline, ainsi que donc qu'un très agréable Becky Lynch contre Valkyria qui se disputera avec le 4-Way pour être le match de la soirée. Un public de Saint-Louis, somme toute assez chaud, chose pas si fréquente pour un public américain, et qui ne semble pas avoir fatigué jusqu'à la fin du show, avec le retour en fanfare de leur enfant chéri Randy Orton. Un format court de show à moins de 3 heures, fort digeste, et qui peut aussi être vu comme un aspect positif, même si, pour le coup, ça peut même limite être trop court, un 6e voire un 7e match, comme on pouvait avoir dans le passé, aurait pu nous donner l'impression d'avoir un vrai pay-per-view avec davantage d'enjeux et donc de suspense, d'émotion et de risque de surprise en tout genre. Un côté quand même un peu mid-card, avec des titres quand même pas mal de titres secondaires aussi en jeu, on pourra aussi le signaler. Un show que j'aurais quand même trouvé marquant par son trop lourd penchant vers l'overbooking, offert à pratiquement tous les matchs, impliquant des interférences, des arbitres KO ou bien des fins bizarres, ce qui peut aussi être vu comme lassant pour les spectateurs. Pas de changement de ceinture au final, donc un pay-per-view qui peut donc paraître filler comme tout bon show secondaire qui se respecte, malgré, donc, je le répète, cette victoire de Valkyria qui à mon sens était loin d'être évidente. Un match entre Dominic et Penta, donc bien trop weekly-esque et qui n'avait pas sa place dans ce pay-per-view. Et enfin, deux derniers matchs fort clivants de par leur structure, avec d'un côté un Gunther McAfee assez déconcertant juste à travers l'affiche proposée, quoi. La trop grande résistance de McAfee et son côté parfois à la limite du grand guignolesque. Et enfin, un Cena Orton qui, bien que pouvant plaire à certains nostalgiques et amoureux du divertissement sportif, m'aura surtout paru bien trop long, paresseux, répétitif, boring et overbooké au possible, avec cette fin également grand guignolesque, avec l'inévitable R-Truth, comme je vous le prédisais dans ma précédente vidéo, et dont je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le dernier SmackDown a rendu cette intervention encore plus inéluctable. Au final, deux très bons matchs d'ouverture donc qui auront sauvé ce show du naufrage absolu, un pay-per-view divertissant mais inégal, bien trop parasité par les overbookings à foison et un main-event fort théâtral, un show qui aurait sans doute gagné à être plus simple, avec moins de surenchère. Avant le début du show, je me disais d'ailleurs que chacun des 5 matchs pouvait se finir par une intervention, mais je ne pensais pas qu'il l'aurait fait avec autant de matchs. Encore heureux que Bayley, Goldberg et Roxanne Perez, entre autres, candidats possibles aussi à l'intervention, ne se soient pas montrés, car on aura eu, je pense, notre dose là déjà dans ce pay-per-view. Voilà, maintenant je vais à présent vous présenter donc le graphique récapitulant les notes que j'ai données à chacun des matchs par ordre d'apparition, avant de les développer comme je le fais habituellement. Voici le graphique, donc 3 étoiles 25, donc je le répète pour la note globale.
J'étais pas loin des 3, hein, j'avoue j'ai hésité. Fatou contre Priest, contre McIntyre, contre Knight, 4 étoiles. Même note, Lynch, Valkyria, 4 étoiles. Donc le meilleur match, ça se dispute entre les deux. Voilà, c'est vraiment assez proche. Dominique Mysterio contre Penta, 3 écarts. Et la même note pour Gunther, McAfee et Sinarton, 3 étoiles finalement. Voilà, maintenant on va rentrer dans le détail de chacun des matchs. On va commencer donc par l'opener, à savoir Jacob Fatou contre Damien Priest contre Drew McIntyre contre LA Knight, 4 étoiles pour la note. Donc pour le titre des États-Unis, bien sûr détenu par Fatou. Un show d'opener qui m'a paru logique, hein, être un bon choix afin de lancer le show de la meilleure des manières. Des chants Fatou dès le début du match, ça prouve à quel point il est over. Un début de match qui m'a surpris avec un LA Knight ultra dominateur, ce qui rendait même ce match à sens unique, c'était étonnant. C'est ensuite Damien Priest qui connaît son moment de domination. Beau Samoan drop de Fatou sur Priest, directement sur une barricade à l'extérieur. On voit alors une belle image avec Drew et Fatou à l'extérieur, chacun de leur côté en train de se faire face, teasant un futur match entre les deux qui pourrait être fort intéressant. Spot sympa avec Drew, la tête en bas, Fatou sur la troisième corde et Knight par terre. Drew qui se redresse et qui propulse Fatou avec une belly-to-belly overhead suplex directement sur Knight, transformant alors ce move en Swanton Bomb de Fatou, spot assez innovant en tout cas. Et là on arrive avec un enchaînement de finishers, soit Swanton Bomb de Fatou à nouveau, BFT de Knight, South of Heaven, Shock Slam de Priest et Claymore de Drew. Priest qui s'écroule alors sur Knight, du coup le tombé est réalisé, mais Drew brise le pin. Donc là on est dans un instant tout fou à ce moment-là, parfait pour enflammer la salle. Claymore de Drew sur Knight, le tombé, puis le coup classique du plan serré. À ce moment-là, l'arbitre est retiré du ring. Je me dis en live que ça va être Jeff Cobb ou Hikuleo, comme on l'attend, qui doit être dans le coup. Et ben non, patience. Pour l'instant, c'est Damien Priest qui a retiré l'arbitre. Ça permet alors, malgré le street fight de Mania, de prolonger la rivalité entre Priest et Drew. Bon, étonnant. Les deux se regardent alors fixement et continuent leur bagarre dans le public. Fatou se dégage de son côté d'une descente du coude de Knight. Priest regarde la caméra et chambre Drew là en disant He's bored at work, en référence bien sûr à ses tweets des deux derniers WrestleMania. Une petite plateforme avait alors été évidemment soigneusement placée de façon purement fortuite, évidemment, nous permettant de profiter d'un très joli South of Heaven de Priest sur Drew directement sur une table placée en contrebas. Drew aura raté la table. Directement sur... il aura raté la table au passage du coup et sa tête a frappé durement le sol. Il a été examiné backstage après le match pour une éventuelle commotion, mais Triple H avait dit du coup en conf de presse qu'il allait bien, donc c'est quand même au final une bonne nouvelle. J'ai moins aimé ce qui a suivi ce gros spot avec un peu trop de temps passé autour des officiels, sans jamais voir ce qui se passait dans le ring, ce qui du coup nous a un peu stoppé brutalement dans le suivi du match et même dans notre propre plaisir, sans compter les ralentis en plus qu'ils ont diffusés. Bon, un split d'écran aurait alors pu être nécessaire à ce moment-là, mais même si, bon, de toute évidence, rien ne se passait dans le ring. Mais voilà, je dirais que c'est surtout pour le principe que je dis ça. On revient enfin au ring avec Fatou et Knight, donc, sachant bien que ni Drew ni Priest ne pourront revenir dans ce match. Knight veut faire une descente du coude sur Fatou sur la table des commentateurs, mais Solo arrive alors, par surprise, pour retirer Fatou. Knight vient alors vers Solo, mais se fait alors frapper par l'homme qu'on attendait tous, ou presque, et non, c'est pas Hikuleo, ni Jintala, ou Talatonga. C'est bel et bien Jeff Cobb, que j'avais oublié d'ailleurs de citer dans mes pronos comme intervenant, mais dont on savait que ses débuts chez VVE seraient imminents, à commencer par Backlash, et forcément on pouvait se douter qu'il interviendrait dans ce match-là. Je suis content que Michael Cole d'ailleurs en direct l'ait directement appelé Jeff Cobb, ce qui confirme qu'il gardera bel et bien ce nom à coup sûr, et ça c'est une bonne nouvelle. Un autre ancien donc de la Lucha Underground qui rejoint la VVE, et forcément ça fait plaisir, même si son visage était masqué à l'époque, puisqu'il s'agissait de Matanza Cueto, comme chaque fan de la Lucha Underground le sait. Cobb défonce alors LA Knight, et on obtient alors exactement le scénario que je souhaitais voir, et qui aurait marché de la même façon d'ailleurs avec Hikuleo, à savoir un Fatou surpris et qui ne comprend pas ce qui se passe, montrant bien qu'il n'était pas au courant de ce plan. Fatou revient alors dans le ring, coup de fesse dans le coin sur Knight, double jump moonsault, classique, 1, 2, 3, Fatou conserve sans surprise son titre, donc un résultat logique et un bon choix à mon sens. Fatou venait de prendre le titre à Mania et le but est de continuer à raconter cet arc entre Fatou et Solo jusqu'à SummerSlam, Fatou demandant régulièrement en plus à Solo de le laisser faire ses matchs seul sans intervention, et Solo qui lui répond donc du coup en intégrant un nouveau membre. On sentait d'ailleurs dans le dernier SmackDown qu'il allait avoir un truc comme ça. Ce qui va forcément accroître donc les tensions entre les deux hommes, avec pas mal aussi de méfiance à venir de la part de Fatou envers Jeff Cobb également. Fatou s'en va alors seul,
Le face turn est en marche, hein, et il ne sera pas bien difficile à mettre en place. Un temps Fatou est over. Quant à Cobb, ça fera sans doute parler, car en soi, il n'a absolument, on le sait, rien à voir avec la Bloodline. C'est comme Samoa Joe, hein, par exemple. Il est né à Honolulu, à Hawaï. Bon, il a même, je crois, des origines philippines. Et l'on se souvient aussi qu'il a été le porte-drapeau de l'équipe olympique de Guam, hein, de l'île de Guam, au JO d'Athènes en 2004, hein, où il participait à l'époque au tournoi de lutte libre dans la catégorie des moins de 84 kilos. Si tout ce qui vient du Pacifique du coup est rattaché à la Bloodline, déjà que de vrais membres de la famille n'ont pas encore été utilisés et montrés, alors à ce moment-là le filon devient inépuisable et il faudrait tout de même faire attention à ne pas saouler les gens avec ça, hein, si ce n'est déjà fait d'ailleurs pour certains. Bref, pour en revenir au match, j'ai donc mis un 4 étoiles, hein, donc j'ai eu ce que j'attendais, à savoir un match péchu, spectaculaire, assez viril, avec un bon respect des deux feuds respectifs entre Drew et Priest d'un côté et Fatou et Knight de l'autre. Des spots spectaculaires, voire innovants. Un gros spot sur la table entre Priest et Drew, malgré la coupure donc, qui s'en est suivie et qui a quelque peu coupé le rythme de ce match. Et c'est un peu dommage. Et enfin, ce finish avec Solo et Cobb, même si personnellement j'ai senti venir cette intervention, surtout dans un four-way où tout est permis au vu des dernières infos qui circulaient donc quant au début imminent de la part de Cobb. Fatou est la grande star du match, hein, il est très over et le public l'a fort bien manifesté. Une nouvelle belle performance physique de sa part, un réel charisme et une bonne connexion avec le public. Son face turn est inévitable et sera fort facile à faire à l'image de Tiffany Stratton. Tous les participants auront eu leur moment malgré un rythme parfois déséquilibré. Un match divertissant qui a bien lancé le show. On pourrait aussi reprocher le fait d'avoir une nouvelle intervention façon Bloodline, hein, pouvant provoquer une certaine lassitude face au schéma narratif répétitif. La rivalité Drew-Priest qui se prolonge peut aussi constituer en soi une critique, car à mon sens, quand tu règles tes comptes à Mania dans un street fight, il n'y a pas franchement besoin de prolonger la rivalité. Ils la finiront peut-être dans 2 semaines à Saturday Night Main Event, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus à ce moment-là, quoi? Last Man Standing, First Count Anywhere, Hell in a Cell, bref, ça ne me semblait pas franchement nécessaire personnellement, et j'ai l'impression que c'était surtout un moyen facile, je dirais, de protéger les deux hommes dans la défaite, avec possiblement un Knight qui aura encore son mot à dire en tant que victime principale de ce match. L'arrivée de Jeff Cobb, même si je l'attendais, peut aussi rendre perplexe la plupart des gens dans la salle ne le connaissant pas, ne suivant pas du tout la New Japan et encore moins la Lucha Underground dans son temps. Mais une intervention qui raconte quelque chose pour la suite, et c'est exactement cette histoire à laquelle je m'attendais et que je voulais voir. Donc moi personnellement je ne m'en plaindrai pas, et la VVE fera ce qu'il faut pour bien présenter Jeff Cobb. Après tout, hein, combien de gens connaissaient Jacob Fatou avant, hein, et le mec a su très rapidement se mettre over, ce qui ne veut donc rien dire. Bref, voilà, 4 étoiles, très solide, un bon début de show, un bon choix d'opener, et on va donc pouvoir passer au match suivant, à savoir Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental détenu par Lyra Valkyria, 4 étoiles également pour la note. Les coudes des deux femmes vont vite être rougis, voire ensanglantés, on a déjà un match assez physique, mais aussi technique, hein, avec une belle planche de surf, la Romero Special, hein, notamment portée par Valkyria. On aperçoit alors par surprise le fiancé de Valkyria au premier rang, LJ Cleary, catcheur irlandais qui a fait énormément de compagnie, hein, notamment la Noah, l'OTT, la BZW, hein, près de chez nous, en Belgique, l'ICW, la DeFi, ou la Game Changer Wrestling, hein, j'en passe. Becky en profite alors pour le provoquer, un travail de heel classique, hein. Fisherman Buster, Dr. Bomb, Superplex, hein, Valkyria réagit bien là en proposant du bon catch. Tentative de triche de Becky en s'agrippant aux cordes, hein, durant un roll-up, mais Jessica Kerr, l'arbitre, l'aura vu. Becky porte alors une prise caractéristique de Finn Balor, hein, le clin d'œil est sympa. Valkyria portera alors son Peripetai, son ancien finisher de NXT UK, hein, une descente de la cuisse de la 3e corde, et c'est d'ailleurs cool, hein, que Wade Barrett ait rappelé cette anecdote, hein, pour l'occasion. Échange de coups répétés là afin de faire participer la foule, ouhé classique. Juji Gatame de Becky, superbement contré par Valkyria qui portera à son tour la même prise. Becky contrera ensuite avec son disarmeur, mais elle n'arrive quand même pas à le compléter totalement. Le Man in the Slam sera contré une première fois, mais pas le deuxième. Et étonnamment, Valkyria va s'en dégager. Hein, c'est une chose tout de même assez rare, car le Man in the Slam est un finisher assez protégé de manière générale. Becky semble perdue et le public scande This is awesome. Elle fait alors ce qu'il faut, hein, pour se faire huer et crédibiliser son nouveau rôle de heel. Becky ramène alors une chaise, hein. J'avais un peu peur du DQ à ce moment-là. Jessica Kerr la lui enlève des mains, mais pendant qu'elle sort la chaise, Becky défait la protection du coin.
À un moment donné, bon, Becky va écraser la tête de Lyra contre non pas le coin d'effet, mais le coin du dessous, hein, qui était toujours protégé. Donc, je me suis demandé si c'était bien ce qui était prévu d'ailleurs. Là-dessus, bon, voilà, du coup, est-ce que c'était pas un botch, hein. Bref, nouveau Manhandle Slam à ce moment-là. Là-dessus, bon, je crois que c'est fini. Là, à ce moment-là, c'est le deuxième Manhandle Slam. Mais non, deuxième kick-out de Valkyria, quand même, sur ce finisher. Là, franchement, je trouvais que c'était même un peu trop. Becky est encore plus perdue là et agressive du coup envers son adversaire. Elle veut écraser la tête de Valkyria sur le coin dénudé justement, mais l'arbitre l'en empêche. Ce spot paraît alors assez mal exécuté, bon, et peu crédible, avec une Jessica Carr qui sort carrément du ring pour aller ramasser la protection en plein match, hein, parce qu'en plus elle était tombée à l'extérieur, pendant que Valkyria réussit du coup son Nightwing. Mais Jessica Carr s'en moque, hein, voilà, elle préfère essayer de partir voilà, à l'autre bout de la ville pour aller récupérer donc, cette protection et en plus prendre son temps quand même, hein, pour essayer de la remettre. Voilà, alors qu'en soi ça prend quand même bien trop de temps de le faire parce qu'il y a quand même des petits nœuds à refaire, à remettre avec les petites cordelettes, hein, on le voit bien. Mais non, mais évidemment, le temps que l'arbitre voit le pin de Valkyria, Becky aurait eu le temps de se dégager. Bon voilà, j'ai pas trouvé ce spot très crédible, hein, car bon, en plus généralement un arbitre ne fait pas ça quand ce genre de choses se produit. À la limite, qu'elle demande à un autre officiel de le faire, mais qu'elle le fasse elle-même, j'ai vraiment trouvé ça trop gros, et vraiment fait uniquement, je dirais, pour les aider à servir l'histoire qu'ils voulaient raconter, quoi. Ensuite, il y a Becky qui va porter une sorte de fourchette dans les yeux là, de Valkyria, à nouveau dans le dos d'une Jessica Carr, qui en fait trop, en faisant le signe 2 là, avec ses doigts, en tournant le dos à l'action évidemment. Mais cette fourchette, d'ailleurs, semble surtout avoir affecté le nez de Valkyria. Becky tente alors le roll-up, mais se fera contrer à son tour par un autre roll-up de la part de Valkyria, pour le compte de 3, donc tout en se touchant le nez. Becky réagira mal donc dans la foulée en attaquant Valkyria, montrant alors sa frustration. Elle portera alors un disarmeur appuyé, là, séparé par les officiels, dont Adam Pearce, hein, et Jason Jordan. L'aveuglement de Becky aura en tout cas surtout fait mal au nez de Valkyria, qui semblait sonner après le match, hein, ce qui n'était sans doute pas prévu. Pas de Bayley d'ailleurs à signaler non plus pour faire le save, hein. Sur l'évaluation du match, je dirais que c'est une très belle performance offerte par les deux femmes, une sorte de match élève contre maître avec une Becky qui aura fait un très bon boulot de heel afin de mettre en avant son adversaire en tant que babyface et de l'établir comme une catcheuse qui va compter à la VVE dans les années à venir. On était loin de Becky Hogan là pour le coup, hein, parce qu'on en parlait beaucoup ces derniers temps. Probablement la meilleure performance de Valkyria dans le main roster même. Ce match est son moment star-making, je dirais. Une technique fluide, de l'intensité, de la résilience, notamment après s'être dégagé de deux Manhandle Slam, même si le deuxième donc me paraissait peut-être de trop. Le portrait type de la babyface plutôt bien brossé donc durant ce match. Les expressions faciales de Becky m'ont paru tout de même parfois exagérées, hein. C'était déjà le cas lors de son précédent run de heel. Mais mis à part cette critique, elle a fait un gros boulot pour élever Lyra, et peut-être la plus grande réussite de ce match, avoir réussi quand même à embarquer le public, un public derrière donc Lyra et contre Becky, même si au moment du heel turn de Becky, hein, on s'en souvient, ça semblait quand même tout sauf évident de réussir ce pari. On pourrait même presque dire qu'on a assisté à un retournement de la foule progressif durant ce match et orchestré intelligemment grâce à la narration et la qualité in-ring proposée. Un match techniquement abouti avec une bonne montée progressive en dramaturgie grâce à des near falls efficaces et une tension constante. Les près de 20 minutes accordées à ce match auront aussi permis de bien laisser le temps de raconter l'histoire qu'il voulait nous présenter. À la base, j'étais parti sur un 4 écarts, mais je suis finalement redescendu à 4 étoiles car j'ai aussi quelques critiques à formuler en dehors du dégagement de Lyra sur 2 Manhandle Slam qui m'a semblé excessif. Même si je comprends évidemment l'idée ici c'est de mettre en avant la vaillance de la championne. La fin du match par roll-up, bien que protectrice, m'a paru quelque peu maladroite en mode il faut garder Becky forte, hein, tout en faisant gagner Lyra. Hein, c'est quelque chose un modus operandi typique VVE, et surtout ce qui m'empêche de donner 4 écarts, c'est le comportement excessif de Jessica Carr. Lorsqu'elle va s'aventurer en plein match pour aller récupérer la protection dénudée et tenter de la remettre, alors que ça prendrait bien trop de temps de le faire en plein match, et même chose lorsqu'elle monte le compte de 2 au public en tournant le dos à l'action juste avant la fourchette de Becky. Voilà, c'était trop.
Là, il n'y a pas eu d'intervention, mais pour le coup, on peut considérer qu'il y avait quand même eu de l'overbooking avec toute cette histoire autour de la protection de dénudé et une Jessica Carr qui, je trouve, a pas très bien joué sa partition personnelle. Lyra a eu aussi une petite hésitation avant de faire son pin à un moment donné, mais bon, j'en ferai pas un point vraiment rédhibitoire pour le coup. Mais c'est ce côté vraiment too much par moment qui m'a un peu sorti du match, le rendant au final un peu bancal et maladroit. Et c'est pour cela que je vais en rester à 4 étoiles, même si voilà, ça reste un très bon match qui fait honneur au titre intercontinental. Et surtout, après le banger féminin qu'on a eu dans le Triple Threat de Mania, bah, ça fait du bien de voir ça. Et ça va forcément aider à mettre en avant le titre intercontinental qui en avait vraiment bien besoin. Par rapport au prono, bah, c'était effectivement pas le mien, hein, mais honnêtement, quand j'ai vu la carte finale de Backlash avec 5 favoris naturels qui étaient tous des heels, hein, comme je le disais en introduction, bah, je me disais tout de même qu'une victoire face était possible. J'irais soit Valkyria, soit McAfee. Bon, c'est en effet ce qu'ils ont fait. Cela permet aussi de ne pas donner trop facilement, je dirais, le titre aussi à Becky et de prolonger la rivalité en attendant le retour de Bayley, hein, ce qui n'est pas plus mal non, en soi. Maintenant, est-ce que cela change le dénouement des choses quant à une prise de titre intercontinentale par Becky? Bon, personnellement, je ne le pense pas. Ça ne changera rien et ça finira bien par arriver, car le but reste, à mon avis, quand même de donner du star power donc à ce titre et donc d'élever ce titre. Et une feud entre Becky et Bayley autour de ce titre à SummerSlam sera forcément ce qu'il y aura de mieux pour le business et le prestige du titre, hein. Bref, un 4 étoiles donc pour ce match qui met Lyra on the map, l'un des meilleurs matchs féminins de l'année chez VVE, malgré des défauts structurels comme le booking, la finition. Du bon in-ring, du drama, une bonne histoire à raconter. Bref, c'est dans l'ensemble du bon boulot, malgré les quelques défauts évoqués. À noter donc, comme je le disais, l'absence de Bayley, mais qui ne semblait pas encore nécessaire, je pense, à cet instant précis. Ça peut attendre plus tard, Saturday Night Main Event ou Money in the Bank par exemple. On va passer maintenant au match suivant. Dominic Mysterio contre Penta pour le titre intercontinental, donc détenu par Dominic Mysterio, bien entendu, depuis Mania. 3 écarts pour la note. Donc un match pas encore annoncé hein, lorsque j'avais fait ma vidéo prono, hein, mais très honnêtement, donc j'ai été surpris car ce match, à mon sens, n'avait pas sa place à Backlash, bénéficiant d'une construction plus relativement légère et totalement suffisante pour continuer à Monday Night Raw et rien d'autre. Et surtout l'absence du match, donc pourtant logique, entre Jey Uso et Logan Paul, finalement relégué à Saturday Night Main Event dans 2 semaines. Très surpris donc par cette façon de faire, d'autant plus que Jey Uso aurait alors été le seul face favori donc à Backlash, tandis qu'avec ce Dominic contre Penta donc à la place, tous les heels se retrouvaient alors en position de favori, hein, ce qui m'a quand même beaucoup intrigué pendant toute la semaine pour être honnête, hein. Belle tenue violette et bleue de Penta, hein, toujours aussi flashy et joli à regarder. Carlito McDonald alors accompagne Dominic mais juste au niveau de l'entrée avant de repartir. Jolie Rana de Dominic et joli DDT à l'extérieur suite à un dive. On a même droit à des chants Dirty Dom, hein, c'est quand même pas mal. Souvent c'est le risque hein, lorsqu'on est heel hein, de porter des manœuvres flashy comme ça, c'est de récolter du coup du soutien au lieu des huées, et comme on peut le voir avec Jacob Fatu par exemple. Les chants Let's Go Penta, Dirty Dom vont d'ailleurs se succéder. Joli crossbody de Penta à l'extérieur depuis le sommet d'un poteau. Joli crucifix pin aussi de Penta avec propulsion depuis les cordes. Très cool aussi de voir Dominic qui va porter un Oblivion à Penta pour le clin d'œil évidemment à Liv Morgan, son baby cake, comme le rappellera Wade Barrett. Drôle aussi de voir également le sponsor Morgan & Morgan sur le tapis du ring. Bon, même s'il s'agit bien évidemment ici du célèbre cabinet d'avocats américain, hein, évidemment. Mexican Destroyer assez spectaculaire de Penta sur les pointes du ring. Jusque-là, la passe d'armes est plutôt sympathique. Jusqu'à malheureusement la prévisible arrivée du Judgment Day, à commencer par Carlito pour distraire l'arbitre. Tandis que McDonough va retenir Penta pour que Balor le frappe. Sauf que Balor, voilà, c'est ça le storytelling, c'est ce qui va être intéressant. Il va prendre trop son temps en allant récupérer une chaise, ce qui va permettre à l'arbitre Eddie Orengo d'avoir le temps de griller tout le monde et d'aboutir évidemment à la triple moulinette et accompagné par le public d'un You, voilà, pour éjecter tout le monde, tout le Judgment Day en un seul coup. À ce moment-là, j'avais pensé à une idée que j'ai eue après Raw. Le dernier Raw, c'est d'avoir l'intervention surprise de Roxanne Perez hein, pour aider Dominic, vu qu'on a aperçu en fond d'écran à Raw Balor qui discutait avec Roxanne Perez, hein, ce qui pouvait alors indiquer peut-être que Balor agissait à préparer un plan comme ça dans le dos du clan, derrière leur dos, sans en informer personne, et en plus pendant que Morgan est absente, hein, ce qui aurait pu raconter quelque chose lorsque Morgan justement sera prochainement de retour.
Finalement, bon, bah, pas de Roxanne Perez, du moins pour le moment. Penta en profite alors pour sauter sur Carlito et McDonough, hein, et ce malgré l'arbitre, avec un Tope con Hilo. Balor distrait alors l'arbitre malgré son éviction, ce qui profite alors à El Grande Americano, l'autre intervenant potentiel au vu des dernières weekly, pour porter un coup de boule à Penta avec sa traditionnelle plaque d'acier, ce qui profite alors à Dominic avec son Frog Splash pour la victoire. Victoire donc assez prévisible de Dominic, donc avec à nouveau de l'overbooking après les 2 précédents matchs. Ça permet de prolonger la rivalité Penta-Americano tout en continuant à raconter des choses donc autour du Judgment Day. Le rôle de Roxanne Perez reste encore à définir. Et surtout, je ne suis pas passé à côté aussi du savoureux petit regard très appuyé de Finn Balor envers la ceinture de Dominic lorsque le Judgment Day était en train de repartir. Ce fut furtif, mais suffisamment long, je dirais, pour être explicite. Bref, le match Balor-Dominic à SummerSlam me semble inévitable, et si le build-up est bien exécuté jusqu'en août, bah, ça peut être quelque chose de fort intéressant à suivre. Quant à l'évaluation de ce match, bah, ce fut un match de weekly, comme on peut en voir chaque semaine, je dirais. Ultra basique, pas du mauvais catch en soi, hein, quelques manœuvres sympas, un public plutôt rendez-vous, bref, on passe pas un mauvais moment, mais un match relativement court. 9 minutes seulement, rien qui déborde, jusqu'au gros passage donc overbooké qui vient quelque peu gâcher notre plaisir. Dom semble progresser quelque peu, hein, gagnant aussi un peu de confiance dans le ring au niveau de son personnage et de ce qu'il en fait face au public. La narration est plutôt simple et efficace. Dom gagne avec de la hit. La feud Penta-Americano continue. Le Judgment Day gagne encore en trichant, et l'ambiguïté autour d'un Finn Balor réticent à tricher afin de faire gagner Dominic laisse présager d'une future trahison de sa part dans les semaines à venir, d'autant plus avec ce regard donc porté vers la ceinture que j'ai évoqué tantôt. Penta a plutôt bien œuvré pour mettre en avant Dominic, même si ce n'est pas encore du grand Penta, il faut le reconnaître. Match qui servait surtout de match calm the crowd, hein, après les 2 matchs intenses qu'on venait de voir. Mais ça fait tout de même 3 overbookings en 3 matchs, et 2 matchs se terminant par des interventions extérieures, donc ça fait vraiment beaucoup, je trouve, surtout quand ton show n'est composé que de seulement 5 matchs. Hein. Un match qui, dans sa construction et sa durée, aurait largement suffi à Raw, je pense. Ça donne aussi l'impression qu'ils avaient envie de mettre finalement ce match dans le pay-per-view, seulement pour jouer donc ce rôle de Breezer là, en plein milieu de show, chose qu'un Jey Uso contre Logan Paul n'aurait peut-être pas su aussi bien réaliser. On pourrait aussi déplorer la succession actuelle de défaites de Penta. Hein. Ça serait bien qu'il remonte quand même un peu la pente Penta, sans jeu de mots, avec quelques victoires à un moment donné. Bon match de mid-card, hein, utilitaire, je dirais, ou surbooking frustrant qui plombe le rythme du pay-per-view. Chacun se fera son idée sur la question. Personnellement, j'aurais tendance à dire un peu les deux à la fois. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Gunther contre Pat McAfee, 3 étoiles pour la note. Voilà, bon, à noter donc que Michael Cole va dire lors du countdown, et va le répéter aussi juste avant le match, hein, donc durant la main card, bah, qu'il sera pour la première fois de sa carrière partial, donc unbiased, envers un catcheur. Bon, c'est tout de même fort de café de sa part de dire ça, parce que bon, quand tu te souviens quand même de tout son passage où il était heel à un moment donné, où il passait justement son temps à cracher sur tous les babyface, hein, mais bon, on va dire qu'il a la mémoire sélective, notre ami Michael. Hein. En tout cas, comme on pouvait s'y attendre, un Cole justement parti pour être un acteur à part entière de ce match, et même au-delà hein, du simple commentateur, on y reviendra plus tard. Pat McAfee présente une assez bonne shape, hein, même si j'aurais aimé qu'il fasse un effort au niveau de sa tenue. Hein, le pantalon basket, ceinture, bon, c'est quand même assez minimaliste. Petite glissade sur la corde de la part de McAfee à un moment donné, mais bon, sans trop de conséquences. Les coups d'avant-bras de McAfee, bon, manquaient tout de même d'impact et de crédibilité. Je pensais alors aux pauvres spectateurs assis juste derrière Michael Cole, là, à la première rangée, et qui ne devaient absolument rien y voir, hein, vu qu'il a passé son temps, Michael Cole, à commenter debout durant quasiment tout le match. Le torse de McAfee est rapidement rougi par les chops de Gunther et il domine fort logiquement ce match. Cole soutient bien sûr McAfee, hein, malgré quelques sursauts de sa part. Gunther domine assez largement les débats. Les chops de McAfee, à l'image de ses droites, ne sont pas assez bien portés et Gunther le sèche immédiatement après. Cole demande à Gunther de le couvrir et d'en finir au plus vite. McAfee baffe Gunther et récolte une German suplex en retour. Gunther lui porte alors son sleeper hold hein, et arrive à agripper Pat McAfee arrive quand même à agripper les cordes, mais se mange à nouveau une suplex de Gunther. Gunther rigole, hein, tandis que Cole demande à nouveau à ce que ce match soit abrégé au plus vite.
2 sauts arrière, sympathiques je dirais, de la part de McAfee, histoire de montrer quand même qu'il sait aussi être un peu spectaculaire dans un ring et être agile, suivi de quelques coups de pied, bien plus crédibles je dirais que ses coups de poing ou bien de ses chops en qualité d'ex-punter, on s'en souvient, mais tout cela ne récoltera qu'un compte de 1. Les coups pleuvent à ce moment-là pour faire participer le public, à nouveau comme Becky Lyra. Ouais. McAfee prend un léger avantage malgré des coups toujours aussi approximatifs et peu crédibles et finira séché par une powerbomb de Gunther qui va ensuite enchaîner avec un Boston Crab, avec un Cole toujours aussi impatient que ce carnage s'arrête. Cole arrive alors vers le rebord du ring sous une grosse pop, demandant à McAfee d'abandonner. Gunther agrippe alors Michael Cole, là-dessus j'ai bien cru un roll-up de McAfee. Gunther menace Cole dans le ring cette fois-ci, mais McAfee le sauvera avec une big boot sur Gunther, renvoyé aussi par ce dernier. Le roll-up de McAfee interviendra alors à ce moment-là, à cause d'une distraction de Cole, mais cela n'obtiendra que le compte de 2. J'ai bien ri ensuite en voyant Gunther réaliser une souplexe sur McAfee, avec Cole donc qui a finalement qui a tenté en tout cas de retenir le pied de Gunther et donc a tenté de reproduire le finish du New Day War Raiders de dernier Mania ou même du Warrior, donc Recruit de Mania 5 dont j'avais déjà parlé justement lorsque j'avais fait l'analogie à Mania, mais bon sans succès malgré tout. McAfee tente alors un sleeper hold sous une grosse pop, mais se mangera une énorme lariat de Gunther. Là, la réception était rude. Gunther portera alors un sleeper hold à son tour. Le match, bon, a priori, là, il est terminé. Mais non, Pat Hogan se relève. C'est carrément trop. Là, franchement, c'est trop à ce stade-là. Et ma suspension consentie d'incrédulité ne fonctionne plus. Mais il s'écroulera ensuite jusqu'à l'évanouissement. Match terminé. Arrêt de l'arbitre. Gunther gagne finalement le match. Ce qui paraissait logique et prévisible. Même si je vous avoue que je me suis laissé orienter par la forte baisse de cote en faveur de Pat McAfee dans les dernières heures avant le match, ce qui, je l'avoue, m'a fait changer d'avis en faveur de McAfee. J'ai quand même pris ce risque. J'aurais dû finalement rester sur la logique, je dirais la sagesse, avec Gunther qui était le choix le plus évident, mais avec les grosses rumeurs autour de Goldberg, sa présence potentielle à Backlash, j'ai fini par penser que McAfee pourrait finalement gagner grâce à Goldberg, ce qui aurait alors lancé un programme Gunther-Goldberg pour SummerSlam avec un Gunther en plein doute, enchaînant 2 défaites d'affilée, avec chose rarissime en plus de sa part. Le post-match m'aura davantage interloqué, je dirais, d'une part parce que je trouve que McAfee pour un non-catcheur ne devrait pas être déjà si rapidement conscient, parce qu'il est fatigué et marqué, certes, mais il n'est pas inanimé ou voire sur une civière, comme on aurait pu aussi le penser, quoi. Pour la crédibilité de la chose, j'avoue que j'ai eu du mal quand même à voir ça. Et d'autre part, j'ai été surpris du fair play de la part de Gunther, montrant son respect donc envers son adversaire d'un signe de la main, et sans la moindre trahison derrière, se demandant alors si son match face à Goldberg, qui est dans les rumeurs depuis longtemps, avait alors le moindre intérêt. Avec un Gunther fair play comme on l'a vu ici, quoi. Nous verrons donc dans les futurs Raw ce qu'il en sera pour Gunther, mais si ce match devait avoir lieu, sans doute qu'il faudra revoir un Gunther full heel mais sans pitié, et non celui qu'on a vu après cette fin de match, justement. Quant à l'évaluation du match, j'avoue qu'elle n'est pas évidente à faire, à l'image de sa notation. J'ai tranché dans le vif en donnant un 3 étoiles finalement. Une note ni trop faible ni trop élevée, un match qui va beaucoup partager, et je le suis déjà moi-même, avec aussi bien des critiques que des compliments à formuler. Concernant le positif, je dirais, on a eu, je pense, ce qu'il fallait faire, à savoir un match divertissant avant tout, fun et bien raconté, avec un Michael Cole fort logiquement très impliqué dans la narration de ce match, donnant à ce match un petit côté old school, une foule fort réactive, contribuant à rendre l'affrontement engageant, malgré le manque de crédibilité perçu, un Gunther menaçant, arrogant, peu mis en danger, contrôlant le rythme et dominant globalement les débats, un respect final de sa part qui peut interroger pour l'avenir, mais qui peut aussi être vu comme une simple reconnaissance de la ténacité de Pat, plutôt qu'un affaiblissement de sa part. Un match qui peut aussi servir de déclic en quelque sorte pour Gunther, lui permettant de retrouver sa férocité et son côté impitoyable, avec des chops dévastatrices, une lariat appuyée, une grosse powerbomb et un sleeper hold final bien appuyé. Maintenant, par rapport aux critiques, il a tout de même été difficile de suspendre donc son incrédulité durant tout ce match. Le match aura duré près d'un quart d'heure quand même et aurait pu voire dû durer bien moins longtemps. Mais je vais mettre, on va dire, ça sur le compte d'un Gunther qui avait envie de prolonger le plaisir et de s'amuser avec sa proie tout simplement, avec sans doute une volonté de la part de la BVE de laisser le temps à l'histoire de s'installer,
avec le drama nécessaire, hein, du moins je le pense. Ceux qui critiquent ce match en disant que Gunther a trop galéré à battre un commentateur, je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne lecture à faire de ce match, car bien évidemment, s'il l'avait voulu, Gunther aurait pu plier l'affaire en même pas 5 minutes. Moi j'ai surtout eu du mal, moi ce qui m'a surtout posé problème, c'est la résistance de Pat McAfee sur le sleeper hold là, vers la fin du match, qui me semble clairement trop hoganesque, si je puis dire, et peu crédible, venant de la part d'un non-catcheur comme McAfee. L'intervention de Cole peut aussi paraître par moments grotesque, voire cringe, mais à nouveau, si l'on se place dans la logique de ce que la VVE a voulu nous raconter, avec un Cole qui tient à abréger les débats, je peux comprendre son intervention lorsqu'il prend le pied de Gunther. McAfee, forcément, ne récoltera pas tous les éloges. Il a eu du courage, certes, on ne pourra pas le lui enlever, mais j'ai quand même trouvé tous ces coups peu crédibles de manière générale, surtout face à quelqu'un comme Gunther, qui n'est pas le plus facile à ébranler, ça c'est sûr. Je reste convaincu que le McAfee de NXT demeure le meilleur qu'on ait vu, comparativement donc au McAfee du main roster, et comme je le disais, j'aurais préféré un McAfee sur une civière, ou teasant une longue absence en tout cas, plutôt qu'un McAfee rentrant au vestiaire par lui-même, et sans l'aide de personne, chose avec laquelle j'ai franchement du mal en termes de crédibilité. Bref, tout ça pour dire que c'est un match clivant, voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On pourra critiquer sa longueur, son manque de crédibilité et son côté too much par moment. On pourra saluer son storytelling, son côté fun et la bonne réaction du public. La réaction post-match de Gunther interroge également. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Gunther ressort affaibli de ce match, me disant qu'il a pris surtout du temps à finir ce match par volonté de continuer à s'amuser avec son adversaire, plus que parce qu'il a galéré véritablement à finir ce match. C'est un match un peu de transition pour Gunther qui lui redonne une victoire nécessaire après la honte de Mania et qui lui redonne de l'élan pour autre chose, avec peut-être une rage retrouvée comme il l'avait en tant que champion intercontinental. Donc finalement, le signe de respect de Gunther signifiait peut-être ceci: merci Pat de m'avoir fait retrouver la flamme que j'avais dernièrement perdue. Merci d'avoir rallumé ce feu intérieur en moi dont j'avais besoin pour rebondir et récupérer ce qui m'appartient, à savoir le World Heavyweight Championship. Je ne classerai donc ce match ni dans la catégorie des bangers, ni dans celle des purges absolues. D'où ma note, je dirais, plutôt convenable de 3 étoiles, à peu près entre les deux, quoi. Un match qui, je pense, ne mérite ni un tas d'éloges, ni un tas de critiques. C'était là, avec une proposition d'histoire et un peu d'émotion à nous partager. Le public américain semble assez friand de cela, d'où sa bonne réaction générale. Sommes-nous la bonne cible? Est-ce que nous sommes la cible visée? Ça, je dirais, c'est une autre histoire. On va passer maintenant au main event, à savoir John Cena contre Randy Orton, évidemment pour l'Undisputed Championship détenu par John Cena depuis Mania. 3 étoiles également pour la note. One last time donc. Les nostalgiques auront peut-être ressenti une once d'émotion juste avant ce match, ce qui n'a pas du tout été mon cas personnellement. Partant déjà même dans l'idée que ce match serait une purge de près d'une demi-heure. Et en effet, on aura été gâté avec pas moins de 28 minutes de combat, soit 6 minutes de plus même qu'entre Cody et Cena, rendez-vous compte. Belle entrée pour Orton, donc avec un bel accueil à domicile forcément. Un match qui va commencer déjà avec des rest hold et avec la mythique headlock d'Orton. Ça va forcément pas aider à entrer dans ce match, d'autant plus que cette prise va durer de nombreuses secondes. Cena quittera déjà le ring, il veut rentrer déjà, mais Orton va le récupérer évidemment pour le remettre dans le ring. Le in-ring est vraiment plus que rudimentaire, le rythme est très lent, et les coups de poing répétés dans le coin du ring là, et décomptés par le public font de ce match vraiment un match ultra old school. Sauf que nous ne sommes ni en 2005 et encore moins en 1985 et que ce n'est plus ce que j'attends en 2025 justement. Cena enchaîne avec une prise du sommeil, sauf qu'en voulant endormir Orton, moi il m'endort par la même occasion. Un Cena fidèle à lui-même qui parle énormément, a donné des consignes de manière peu discrète. On le reverra bientôt dans Botchamania, dans la rubrique You Talk Too Much, assurément. Cette fois-ci, c'est Orton qui porte une chinlock, et je me dis alors que ce match va paraître bien long. Cena est insupportable, là, ouvrir la bouche tout le temps, même quand il est à terre, comme si Orton ne savait pas ce qu'il avait à faire, quoi. Cena enchaîne avec ses 5 Moves of Doom, puis c'est Orton qui enchaîne avec son propre comeback à sa façon, achevé par un Power Slam. Vintage Cena et Vintage Randy Orton, ce sont 20 ans d'histoire là qui nous sont déroulés sous nos yeux. STF de Cena, Dripping DDT d'Orton, bref, tous les moves signatures y passent. Le double A contré par un RKO était le premier truc que je dirais cool de ce match, même si ce contre n'est pas inédit de la part d'Orton. Le public se risque tout de même à des chants This is awesome. Premier double A réussi par Cena, mais kick out d'Orton. Cette fois-ci, c'est un RKO
que se mangera Cena, mais Orton ne peut pas capitaliser. Tentative de punt ratée de la part d'Orton. Deuxième double head Cena, mais à nouveau un kick-out d'Orton. Cena veut singer Orton, là, et tente à son tour un punt, mais évité par Orton. Cena contre un RKO et pousse Orton sur l'arbitre. Premier F-bump du match et début de la grosse phase d'overbooking bien indigeste là dans ce match. Troisième double head même de Cena, mais qui ne sert à rien. Cena prend sa ceinture comme à Mania, mais Orton surprend Cena alors avec un RKO. Tentative de pin, l'arbitre se réveille mais compte trop lentement, ce qui permet évidemment à Cena de se dégager à deux. Orton dégage la table des commentateurs, Cena repousse Orton à nouveau sur l'arbitre, dont la tête heurte faussement, mais bon, est censé en tout cas heurter les escaliers d'acier, et c'est reparti pour une nouvelle phase d'overbooking. Double head d'Orton sur Cena, sur la table des commentateurs, et oui, qui reste intacte, hein, vu qu'elle est désormais renforcée. Et oui, elle est difficile à écrouler cette table maintenant. Hein. Orton va chercher une table sous le ring pour la disposer à l'extérieur et porter un double head à Cena sur cette même table qui va s'écrouler. Orton en profite pour se désaltérer avec une bouteille de Prime hein, qui ne semble franchement pas appréciée. RKO ensuite d'Orton, mais comme je le déplore à chaque fois, il fait le tomber alors que l'arbitre est KO, chose que j'ai toujours trouvé stupide. Bref, un autre arbitre arrive alors en courant. Et non, c'est pas Charles Robinson, mais c'est Eddie Olengo, encore une fois qu'on avait vu tout à l'heure. Mais Cena a alors le temps de se dégager à deux. Orton se retrouve alors face à l'arbitre et Cena est derrière. Bon, là, on sent déjà la couille venir. Et en effet, Orengo se mangera le coup de ceinture de Cena à la place d'Orton. Troisième ref bump. Et oui. Nouveau RKO d'Orton. Nouveau tombé stupide sans arbitre. Et là, apparaissent tous les officiels, dont Nick Aldis, là, venu voir Eddie Orengo, alors qu'il s'était quand même bien abstenu d'aller voir le précédent arbitre hein, lorsqu'il avait bumpé à deux reprises. Hein. En soi, ça n'a aucun sens, d'une part. Et d'autre part, ça n'a jamais été systématique que les officiels viennent s'enquérir de l'état d'un arbitre après un ref bump. Sinon, tous les matchs de Roman Reigns du temps de sa splendeur auraient vu les officiels se pointer à chacun de ces matchs. Hein. Mais bon, à nouveau, comme pour Jessica Carr tout à l'heure, c'est à géométrie variable et c'est surtout quand ça arrange leur scénario. Hein. Aldis va encore se manger un RKO d'Orton, à croire que ces deux-là vont finir par s'affronter, hein, à force, hein, peut-être à SummerSlam, on ne sait jamais. Ce qui occasionnera du coup sans doute une amende et une suspension envers Orton peut-être de la part d'Aldis. En tout cas, ça serait logique. Et les RKO vont de plus se succéder envers tous les officiels, hein, notamment Shane Helms, Jamie Noble et Sean Daivari. Je pense qu'on aura une autre lot de RKO là pour la soirée quand même. Orton se prépare alors pour son pun kick, mais évidemment, non. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono, R-Truth va alors intervenir pour empêcher ce pun d'arriver, se mangeant alors évidemment un dernier RKO pour la route. Cette distraction permettra quand même à Cena de porter un low blow à Orton, suivi de son nouveau finisher ultime. Non pas le double A, mais le coup de ceinture, comme à Mania. Bien évidemment, l'arbitre initial, Chad Patton, se réveille juste à point nommé pour le compte de 3. Scénario ultra prévisible, donc pour un résultat tout autant prévisible. Cela étant, restait à savoir de quelle manière Truth allait intervenir. Hein. Ça aurait pu aussi bien être de façon, je dirais, comique que tragique. Pas de turn de sa part en tout cas, mais juste ce qu'il fallait pour retarder l'échéance et permettre à Cena de revenir derrière et de s'imposer. A noter que R-Truth interrompra ensuite la conférence de presse de Cena, qui va lui demander alors de ne plus dire un mot, hein, sous peine de conséquences. Truth n'en fera rien évidemment et se mangera un double A sur la table des commentateurs, enfin sur la table de la conf de presse là. Un Cena qui finira le match donc ensuite avec un joli champignon donc en guise de nez et un œil droit assez fermé. Dernière promo de Cena post-match, hein, disant qu'il n'a pas besoin de musique, hein, mais qu'il a besoin de compétition et qu'il n'a pas besoin du public. Prenez bien le temps de savourer ce moment car voilà à quoi ressemble le dernier vrai champion. Voilà, Cena s'en ira ensuite d'un air quelque peu triste hein, quand même, cela dit, sous quelques chants Thank you Cena de la part du public de Saint-Louis. Voilà comment se terminait ce show. Quant à l'évaluation du match, là encore, à l'image du match précédent, on a affaire à un match très clivant et tout dépendra, je dirais, de votre ressenti et sans doute aussi de votre état d'esprit avant de regarder ce match. Car si vous êtes un grand nostalgique de la feud Cena-Orton, vous aurez sans doute davantage d'émotion en vous disant que c'est la toute dernière fois qu'ils s'affrontaient. Tandis que les moins nostalgiques, dont je fais partie, n'auront pas cet investissement émotionnel et jugeront ce match pour ce qu'il est, à savoir une parodie grotesque de catch moderne. Alors oui, les callbacks à leurs anciens matchs étaient plutôt sympas, et oui, le public a bien réagi dans l'ensemble, et là encore,
On tâche de nous raconter une histoire simple avec un Cena qui la joue heel, old school, manipulateur et lâche, face à un Orton en babyface local et efficace dans l'émotion et la connexion avec son public. C'était, je dirais, un match cinéma à la sauce VVE, structuré comme un blockbuster, avec du suspense, du moins ils auront essayé, du chaos, de multiples finishers et des interférences. Pour les amoureux du sport entertainment et donc de la VVE, hein, ce fut probablement un match fun, absurde, mais jouissif, voire génialement ridicule, diront certains. Mais comme je le disais, l'émotion et la nostalgie n'étaient pas de mon côté, abordant d'entrée même ce match en me disant juste vivement que R-Truth intervienne et qu'on en finisse au plus vite, hein, franchement. Tout d'abord, bien évidemment, le rythme poussif, un match extrêmement lent, long, et bourré de restalls inutiles, hein, surtout en début de rencontre. Cena est rouillé, lent, hors de forme, et ses prises, hein, notamment le STF, sont franchement mal exécutées, sans parler de ses bavardages abusifs et insupportables durant ce match. Ajoutez à cela une surdose bien indigeste d'overbooking, 3 ref bumps, un RKO Fest, une intervention d'Aldis, des officiels et de la Sécu, puis d'R-Truth, une fin digne, je dirais, des deux Vince, quoi, McMahon et Rousseau. Et puis, comme je le disais, pourquoi venir s'enquérir d'Eddie Orengo et de ne pas l'avoir fait avant avec Chad Patton qui s'est pourtant mangé de bump à lui tout seul. Bref, une construction de match comme ça les arrange et à géométrie variable, à l'image du Becky Valkyria. Cena gagne avec un low blow et un coup de ceinture comme un Mania, voilà, continuant dans sa logique de vouloir ruiner le catch. De toute façon, il faudra guère se faire d'illusions sur ce run heel de Cena, il va continuer comme ça jusqu'au bout, probablement jusqu'à la fin de l'année, à base de scénarios répétitifs et de matchs longs et boring au possible. Ce turn a juste 2 mois d'existence et paraît déjà saoulant et interminable. C'est dire si c'est un échec, sans parler à nouveau du Rock, qui aura évidemment encore brillé par son absence. Bref, ma note n'est finalement pas si dégueu que ça, je dirais, à cause du storytelling, des quelques callbacks au passé, des quelques rebondissements qu'il y a eu, et d'un public en feu. Mais tout le reste, pour moi, est acheté. Je me demande même si un match assumé comme old school du début à la fin est encore viable de nos jours, en 2025, hein, d'autant plus avec 2 mecs dont on sait qu'ils ne seront jamais en mesure de nous exciter dans un ring. Quant à ceux qui critiqueront justement l'intervention de Truth, la jugeant incompréhensible, incohérente ou voire hors sujet, il n'avait juste qu'à regarder les derniers épisodes de SmackDown, hein, dont le dernier donc pour la comprendre, car la promo de Cena m'a à nouveau même conforté dans l'idée que R-Truth interviendrait, parce que quand Cena dit qu'à Backlash, votre enfance mourra, hein, your childhood dies, si l'on entre dans le schéma, je dirais, de pensée de R-Truth, qui considère lui-même John Cena comme son héros d'enfance, si lui-même entend de la bouche de Cena qu'à Backlash, notre enfance mourra, ça signifie donc que pour lui, que Cena mourra aussi par voie de conséquence, puisque c'est son héros d'enfance. Et donc il s'est peut-être dit que Cena ne peut donc pas mourir à Backlash, vu qu'il représente son enfance. Donc il avait tout intérêt, je dirais, à intervenir afin d'empêcher cela. Voilà, moi comment je pourrais interpréter ça. Voilà pourquoi donc oui, ce dernier segment à SmackDown, ainsi que les précédents, justifie parfaitement cette intervention. Est-ce que je trouve ça génial de voir R-Truth débarquer dans un mini-event de pay-per-view en 2025? Personnellement, non. Mais est-ce que c'est logique par rapport à ce que la VVE nous a teasé durant les weekly? Là, oui, je dis oui, archi oui, et on peut rien faire à ce sujet. Voilà, moi, quand je fais les pronostics, quand j'explique un peu les choses et ce qui peut arriver, c'est pas forcément parce que je le souhaite, mais c'est parce que je pense que c'est ce qui va arriver au vu de ce qu'on nous présente. Voilà, c'est que j'essaye de deviner un peu ce qui va se passer parce que c'est comme ça qu'on nous présente les choses. Ça n'a rien à voir forcément avec un souhait, un désir personnel. Hein. Voilà, faut qu'on soit bien clair là-dessus, parce que voilà, en soi, R-Truth en 2025 qui intervient dans un main event de pay-per-view, j'en ai rien à faire, hein, franchement. Et voilà, on verra si ça va déboucher vers un R-Truth contre Cena à Saturday Night Main Event. Hein, c'est même pas impossible, hein, surtout vu ce qu'on a vu en conf de presse. Ce qui alors nous permettrait peut-être d'éviter finalement d'avoir un arc Cena Truth interminable, hein, comme je le laissais présager dans ma vidéo prono. Ça va peut-être pas durer si longtemps que ça finalement. Orton aura sans doute aussi quelques représailles envers Truth, hein, donc à voir comment ils vont raconter les choses. Bref, en conclusion, ce match donc incarne parfaitement le clivage actuel, hein, chez les fans de la VVE. Ceux qui veulent du divertissement assumé, spectaculaire, fun et chargé d'émotions, ils vont aimer ce match. Ceux qui cherchent, je dirais, une forme plus crédible, sobre
cohérente de catch, ils verront là un désastre créatif total. C'est peut-être un mauvais match techniquement, mais un bon moment de divertissement pour le bon public et dans le bon contexte. Donc je pense sans doute que les gens de Saint-Louis qui étaient présents là dans la salle en direct ont kiffé ce match, malgré bien sûr la déception du résultat. Tandis que les gens plus extérieurs à cela, et dont je fais partie, auront été moins réceptifs, captant ici ou là quelques moments fun à grignoter, mais parasités par un trop grand nombre d'imperfections en tout genre, rendant ce match tel une bouillie de catch indigeste, voire une caricature du catch moderne. Voilà plutôt mon état d'esprit vis-à-vis de ce match, qui restera tout de même, malgré tout, plus sympa dans l'ensemble que le main event de Mania, nuit 2, mais en même temps, voilà, est-ce que c'était si difficile en soi, Bref, voilà, j'en ai terminé avec la review de Backlash. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo au plus grand nombre, c'est très important pour moi, et surtout aussi de commenter, d'apporter votre vision des choses. Est-ce que vous avez apprécié ce pay-per-view, vous l'avez détesté, vous l'avez trouvé moyen, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, vous attendiez-vous peut-être à d'autres choses, ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'attendiez pas. Bref, voilà, dites ce que vous voulez, toujours dans la bienveillance bien évidemment, et comme je l'indique donc sur ce visuel, on se donne rendez-vous le 1er juin. Ce sera pour le morceau catch et surtout les pronostics du Money in the Bank. Voilà, ça va être très important, ça c'est un show toujours très important, charnière dans l'année. Donc voilà, soyez fidèles. Je vais parler plein de choses. Il y aura évidemment pas mal de choses à dire, surtout quand les Money in the Bank, il y a beaucoup de candidats. Donc forcément, il va falloir passer un peu en revue les forces en présence et savoir qui a le plus de chances de s'imposer et pour quelles raisons. Voilà, ça c'est toujours intéressant de faire un peu justement l'état des lieux et de voir un peu qui a le plus de chances de gagner. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Portez-vous bien surtout. Très bonne fin de dimanche. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch. Et cero miedo. Ciao à tous.